La lutte contre le VIH et les maladies infectieuses appartient-elle au passé ? Voilà une question qui résonne étrangement à l'aune d'une récente actualité avec le gel par le président Trump de l'aide internationale. L'Afrique du Sud, qui compte le plus grand nombre de séropositifs au monde, 14% de sa population, voit son plan d'urgence de lutte contre le sida suspendu. Idem pour le milliard de dollars fourni par les États-Unis dans la lutte mondiale contre le paludisme et la recherche. Pourtant, cette maladie reste bien actuelle et continue de faire des ravages, avec 250 millions de cas et de plus de 600 000 morts chaque année. Les ONG s'avouent totalement dépassées, indiquant le fait que même dans leur pire cauchemar, elles n'auraient pas imaginé un tel scénario. Alors, comment dès lors faire perdurer les chaînes d'approvisionnement, financer les hôpitaux ruraux ainsi que la recherche, voire l'achat de moustiquaires ? Pour en débattre avec nous aujourd'hui, nous sommes très fiers d'accueillir celle qui décortique les virus, les bactéries et surtout les parasites pour mieux les combattre. Ses recherches sur le paludisme lui ont valu de nombreuses distinctions scientifiques. Francine Toumi, interrogée par Fabrice Dupreuil, journaliste au Point. Bonjour professeur Ntoumi, on est ravi de vous accueillir ici au Paris Saclay Summit. Donc notre question aujourd'hui concerne la lutte contre le VIH et les maladies infectieuses. Donc cette question tourne autour du traitement aujourd'hui, des traitements, mais aussi de la prévention et de la recherche. Mais pour commencer, pour délimiter un peu ce large sujet, je voulais qu'on discute un peu pour savoir quelles maladies infectieuses sont aujourd'hui les plus répandues dans le monde et les plus préoccupantes. Alors bonjour tout le monde et merci pour cette invitation, pour participer à cette belle table ronde. Alors les maladies infectieuses les plus prédominantes actuellement, évidemment, vous ne serez pas surpris, ce sont paludisme, malaria, VIH-Sida et tuberculose. VIH-Sida, 40 millions de personnes infectées, 630 000 morts. Paludisme, 263 millions de cas et 630 000 morts. Et la tuberculose, 10 millions de cas et 1,3 million de décès. Donc ce sont les maladies qui tuent le plus sur la planète. D'accord. En septembre 2021, le directeur du Fonds mondial avait déclaré que le Covid-19 avait eu des effets dévastateurs sur la lutte contre le VIH-Sida, contre la tuberculose et le paludisme. Est-ce que vous diriez que le Covid-19 a effectivement ralenti le travail qui a été fait, qui devait être fait sur ces trois maladies ? Alors oui, la Covid-19 a eu un impact significatif sur ces trois maladies. Déjà pour le diagnostic, le dépistage, l'accès, d'abord les patients, l'accès aux centres de soins, impact. Ensuite, dans le diagnostic, pas de tests de dépistage, pas de réactifs dans les centres de santé. Et puis ensuite, dans le traitement. Donc pour ces trois maladies, il y a eu un impact, l'accès aux antirétroviraux, aux antituberculeux, aux antipaludiques. Et on a vu donc la lutte avoir une réduction dans son impact dans les différents pays. Que ce soit en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. Le travail qui a été fait sur la Covid-19, est-ce qu'il a pu quand même, bien sûr, aider, ou en tout cas aller dans un sens qui était positif pour la recherche sur les autres maladies ? Alors oui, alors je souris parce que en 2020 justement, quand j'ai vu tous les financements qui avaient été mis dans la Covid et la recherche qui a été boostée comme je l'ai jamais vu au cours de ma carrière, j'ai eu un moment de blues et j'ai écrit un article pour Nature et où je disais ça serait bien si les maladies tropicales avaient autant d'intérêt que la Covid. Bon et mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'on a vu avec la Covid ? Les vaccins à mRNA ont permis de faire une avancée dans la recherche, pas que pour la Covid, mais dans les autres maladies. Par exemple, dans le paludisme, maintenant, il y a la piste vaccin à mRNA. Donc,
La Covid a servi certes cette maladie, mais aussi la recherche, parce qu'il y a eu aussi ces financements ont permis de travailler aussi sur les autres maladies. Et est-ce que vous avez pu déjà tirer des leçons de ce travail qui avait été fait ? Alors, les leçons, comme je viens de le dire, les vaccins mRNA, par exemple, qui sont maintenant en cours de réflexion, de développement dans le cadre du paludisme. Mais moi, je dirais plus dans la manière de travailler. Parce que la Covid, tous les scientifiques ne se sont jamais autant parlé que pendant cette pandémie. On n'a jamais autant partagé nos savoirs sans aucune restriction, sans aucune frontière. Et donc, pour moi, ça a été une des leçons les plus importantes, le partage de la connaissance et surtout la mise en commun des données. D'accord. Alors, on va revenir à la question qui nous préoccupe aujourd'hui. La lutte contre le VIH et les maladies infectieuses appartient-elle au passé ? Donc, c'est le sujet de cette conférence. On imagine que la réponse est non, puisque sinon on ne la poserait pas comme ça, mais on a l'impression pourtant que de nombreux progrès ont été faits ces dernières années, notamment en matière de lutte contre ces maladies, notamment sur le sida. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas un message aussi qui soit positif et optimiste sur ces maladies-là ? Si bien sûr que la science progresse, évidemment on le voit tous les jours, grâce à de nombreux essais cliniques, même si ces 3 maladies infectieuses qui sont les plus importantes sont aussi les plus importantes en Afrique. L'Afrique porte plus de 90% du poids de ces maladies. Mais de nombreux essais cliniques ont eu lieu. Et par exemple, pour le VIH-Sida, on voit dans la PrEP, à savoir la prévention à l'exposition donc, face au VIH-Sida, des avancées comme un traitement, par exemple, qui permet des injections, un traitement injectable qui permet d'avoir que 2 fois l'an une injection, mais une protection à 100%. C'est très important en termes d'avancées scientifiques et de prévention dans cette maladie, mais comme toute avancée, pour le moment, ce traitement préventif est encore trop cher, et donc on espère qu'il y aura des génériques. Là, c'est un exemple, mais dans le paludisme aussi, il y a des avancées en matière d'insecticides, etc. Alors justement, vous parliez de la PrEP. On a l'impression aussi que ces avancées, justement, représentent une espèce de danger pour une population qui se dirait, finalement, aujourd'hui, on est protégé, et donc on n'a peut-être plus besoin de se protéger de ces maladies-là. Oui. Quand on parle du VIH-Sida, malheureusement, on en parle beaucoup moins. Et alors que la science avance, il y a aussi les vaccins contre le VIH. Là aussi, la science avance dans son développement. On a l'impression que cette maladie est banalisée, et pour les jeunes générations que cette maladie n'est plus un problème. Et donc là, on constate que les nouvelles infections, l'ONU-SIDA montre que le taux de nouvelles infections augmente. Et donc là, il faut renouveler complètement les messages de prévention, faire comprendre que préservatifs et PrEP, pour ceux qui sont très exposés, doivent être mis en application. Alors justement, il y a un rapport de l'OMS qui a été publié fin 2024 qui montrait que l'utilisation du préservatif parmi les adolescents sexuellement actifs avait baissé significativement en Europe depuis 10 ans, avec des proportions de rapports non protégés qui étaient jugés, entre guillemets, inquiétants. Entre 2014 et 2022, le pourcentage d'adolescents ayant déclaré avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel est passé de 70% à 61% chez les garçons et de 63% à 57% chez les filles. Quel est le travail qu'il y a à faire aujourd'hui en matière de prévention ? À qui ces campagnes doivent-elles s'adresser et qui doivent-elles véritablement cibler ? Alors, comme vous l'avez dit, les jeunes, 15-25 ans. Je donne juste l'exemple au Congo. Au Congo, ce sont les filles, les femmes qui sont le plus infectées. Nous, on a 4,5%. Mais là aussi, et la tranche, les âges les plus touchés, 15-25 ans. Les adolescents. Donc là, il va falloir
changer. On est à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux. Il va falloir les utiliser les outils que les jeunes utilisent couramment pour mieux les informer. Parce que malheureusement, je crois que dans cette lutte, on est resté avec les vieux outils qui ne sont plus adaptés à cette lutte. Donc, il faut renouveler les messages et adapter de façon, de nouveau, à mobiliser cette tranche d'âge à façon qu'elle se préserve, parce que même si, encore une fois, les outils, on peut vivre longtemps avec cette infection, le VIH ou les autres maladies qui peuvent être prévenues, mais la prévention, rien ne vaut la prévention. C'est clair. Et justement, lorsque nous avons préparé cette conférence, vous m'expliquiez aussi la différence entre les jeunes ici en Europe qui ont un regard sur la maladie qui est assez différent en Afrique, où vous m'expliquez que la maladie est encore très stigmatisante et que donc le rapport aussi à la prévention est changé par ce regard aussi sur la maladie. Oui, absolument. À savoir, en recherche, je dis toujours, un outil qui marche dans un pays, en particulier dans le Nord, qui marche 100%, l'efficacité, doit être testé sur d'autres populations. Donc, parce que malheureusement, culturellement, les gens sont différents. La manière d'aborder certains traitements, la manière d'utiliser certains outils peut être différent. Donc, il faut adapter. Et chez nous ou en Afrique, cette maladie est encore stigmatisée, quoique beaucoup moins. Et ce qui fait, et surtout, l'accès au traitement est beaucoup plus difficile chez nous, ce qui veut dire qu'il faut, là aussi, encore une fois, utiliser des outils de prévention adaptés aux populations. Et en plus, attention, même dans le même pays, on a la ville et on a les zones rurales. Et là aussi, les messages doivent être complètement adaptés aux populations auxquelles elles s'adressent. Et est-ce que vous, à votre niveau, vous constatez un progrès justement de ce travail de prévention ? Ou comment vous travaillez dessus ? Comment on peut travailler dessus mieux ? Mais est-ce que déjà vous avez ressenti ce progrès ? Est-ce que vous le voyez ? Oui, je vois. Ma réponse sera un petit peu mitigée. Honnêtement, parce que je dirais malheureusement, les sociologues, les anthropologues sont des personnes, des scientifiques qui sont mis à part dans la recherche sur les maladies infectieuses. Je le déplore, je suis biologiste moléculaire, mais je dis toujours, on peut trouver le meilleur outil. Si on ne sait pas comment apporter cet outil aux populations, ça sera zéro. Et c'est ce qui se passe, c'est que chez nous, en sciences, les sociologues sont mis à part, les anthropologues sont mis à part, alors qu'ils devraient être complètement faire partie de nos équipes de recherche pour mieux utiliser ce que nous trouvons, ce que nous développons. Donc, chez nous, ce que je fais au Congo, c'est que j'encourage, j'essaie de communiquer, de travailler avec les sociologues pour pouvoir leur demander comment expliquer aux populations autochtones, entre guillemets, les populations autochtones, on les appelait les pygmées. Bon, ça ne se dit plus, mais c'est pour mieux expliquer. Comment, par exemple, expliquer aux populations autochtones l'utilisation des moustiquaires imprégnés, l'utilisation de tel outil. Moi, ça, je ne sais pas le faire, mais des sociologues, des anthropologues locaux sauront comment leur expliquer. Très bien. Alors justement, là, vous parliez des moustiquaires. Je vous propose de vous arrêter un peu sur le paludisme, sur lequel vous travaillez beaucoup. On va essayer de reprendre un peu de zéro pour ceux qui connaîtraient mal ou en tout cas pas assez cette maladie. Comment les parasites du paludisme se transmettent-ils ? Alors, les parasites du paludisme, déjà, il faut en tant qu'être humain, on sache que le paludisme est l'une des maladies les plus vieilles du monde. C'est de 1. Ensuite, comment se transmet ce parasite ? Par les moustiques. Les moustiques
l'anophèle, le genre anophèle, l'anophèle femelle en particulier. Et donc, cette anophèle femelle pique. Et en fait, quand elle pique, elle se nourrit. Elle a besoin de sang pour ses œufs. Donc, elle vient nourrir. Et au passage, elle nous paye en nous injectant quelques petits parasites. Et ces parasites vont directement dans le foie. Et quand les parasites sont dans le foie, dans notre foie, on n'est pas malade, on ne le sait pas. Et ils restent 7 à 10 jours dans le foie, et après, ils sortent du foie et vont dans les globules rouges, infecter les globules rouges. Là, pendant 2 jours, ils se multiplient dans les globules rouges, et c'est lorsque les globules rouges éclatent, quand il y a trop de parasites, que clic, on a un pic de fièvre et on commence à voir les symptômes de la maladie. Voilà. D'accord. Alors justement, comment fonctionnent ces parasites? Parce qu'on dit c'est les parasites du paludisme, il n'y a pas un parasite du paludisme. Absolument. Et comment cela fonctionne? En fait, est-ce qu'il y a... J'avais lu ce passage-là sur le parasite et le travail du parasite, qui a le moyen d'attirer aussi le moustique, et qui a un jeu avec le parasite qui est difficile à combattre parce qu'il s'adapte très facilement. Alors, bon, le paludisme est une maladie qui se danse avec trois partenaires. Il y a le moustique, il y a l'être humain, qui peut être aussi l'animal, mais là, on va parler que de l'être humain, et puis le moustique. Donc, et ce parasite, et là aussi, il faut bien écouter les mots. Parasite. Donc le parasite, quand on traite quelqu'un de parasite, on sait ce que ça veut dire, c'est la même chose. Donc quand le parasite nous infecte, le but déjà c'est de ne pas nous tuer. Parce que si on meurt, il meurt aussi. Donc c'est vivre au crochet de l'être humain ou au crochet du moustique. C'est une chose. Donc, et ce parasite, quand il est soit chez l'homme, soit chez le moustique, est différent. Et de la même façon, quand il est dans le corps humain, un seul parasite peut varier dans le corps humain. Donc, il déjoue les réponses immunes de l'individu. Donc, c'est un jeu de cache-cache entre l'homme et le parasite. C'est de un. Ensuite, les parasites, comme vous l'avez dit très justement, il y en a beaucoup de parasites. Par exemple, Plasmodium falciparum, qui est l'espèce qui tue l'homme, il y en a une grande diversité, d'où la difficulté de trouver justement les bons vaccins, les bons traitements contre ces parasites. Alors, l'autre enjeu, l'autre important, c'est aussi aujourd'hui la plus grande résistance des moustiques aux insecticides. C'est une des confrontations les plus importantes aussi aujourd'hui pour lutter contre le paludisme. Oui. Alors, comme je vous l'expliquais, donc cette maladie qui se joue avec ces différents acteurs moustiques, humains et parasites, on a différentes armes. On essaie de trouver des armes pour attaquer cette maladie. On peut attaquer la lutte antivectorielle, c'est-à-dire la lutte pour tuer les moustiques. Pour ça, il y a les insecticides. Donc là, on cible le moustique. Mais le moustique, lui aussi, il a envie de vivre, il résiste pour pouvoir survivre face aux insecticides. Ce qui veut dire que, à ce jour, les insecticides utilisés, quand les études sont menées, on se rend compte que les moustiques deviennent résistants aux insecticides actuels. Ça, c'est un. L'autre angle d'attaque, c'est le parasite. Le parasite, ce sont les médicaments que l'on prend, que l'être humain prend pour nettoyer son corps de ces parasites. Comme je vous l'expliquais, le parasite, son but, c'est de vivre à vos crochets. Et quand il voit le médicament, au bout d'un moment, lui aussi développe des mécanismes pour résister à ce médicament. D'où on a la résistance du parasite aux médicaments et la résistance du moustique aux insecticides, et il faut travailler contre tout ça. Et aujourd'hui, quel constat faites-vous sur la chimioprévention, justement? Est-ce qu'elle est bien utilisée? Vous m'avez parlé aussi des moustiquaires imprégnés dont on ne sait pas toujours utiliser ou qu'on n'utilise pas toujours à bon escient. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail de prévention, j'ai l'impression qu'il est encore énorme à faire? Alors, les outils que l'on a actuellement contre cette maladie, effectivement, il y a les médicaments
qui sont de très bons outils. Il y a des combinaisons, les ACT, voilà, qui marchent très bien pour nettoyer le corps, pour tuer ces parasites. Mais on commence à voir de la résistance qui vient contre ces antipaludiques. Mais le problème aussi, c'est l'être humain. Comment on utilise tous ces outils, parce qu'il y a cet ensemble d'outils disponibles, mais que malheureusement, nous utilisons très mal. Les médicaments en Afrique en particulier, on achète ces médicaments sans ordonnance. L'automédication est un gros problème. Au Congo, je donne un exemple parce que je suis du Congo, quand quelqu'un est malade, oh mon Dieu, j'ai mal à la tête, j'ai le paludisme. Je vais à la pharmacie, j'achète mon médicament sans aucun diagnostic, autodiagnostic. J'ai mal à la tête, paludisme, médicament. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On présente donc, c'est très mauvais parce que peut-être qu'on a le parasite, mais peut-être qu'on ne l'a pas. Ce qui veut dire que le médicament est présenté au parasite qui se fait une joie de mieux le connaître plus rapidement et puis de mettre en œuvre des mécanismes pour résister. Donc, il y a des outils qui marchent. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides, on les distribue à la population, très bien. Je reviens aux sociologues, aux anthropologues. Malheureusement, quand c'est mal expliqué, la population vulnérable, qu'est-ce qu'elle se dit? Chouette, des filets de pêche, je vais les utiliser, c'est très pratique. Et les moustiquaires deviennent des filets de pêche. Bon, donc les chiffres au niveau du programme, on va dire distribution de 10 millions de moustiquaires imprégnés, très bien. Mais dans la réalité, ces moustiquaires n'ont pas été utilisés contre le paludisme. Donc, on a des outils qui pourraient être très efficaces, mais encore une fois, nous n'avons pas les chiffres en ayant leur pleine utilisation. Voilà. Très bien. Je vous propose de nous faire un point un peu sur les vaccins, les traitements, les vaccins. D'abord, le vaccin, il y a deux vaccins. Alors, vous serez plus à l'aise que moi pour en parler, mais il y a le vaccin R21 et le vaccin RTS. Qui sont tous les deux ont été préqualifiés par l'OMS. Quelle est la différence entre les deux et que peut-on espérer de ces deux vaccins? Alors, ma réponse, je dis, il n'y a pas de différence entre ces deux vaccins. La réalité, elle est là. C'est des guerres de chercheurs. Il n'y a pas de différence. C'est le même vaccin et c'est l'adjuvant qui change. Bon, soit. Ensuite, c'est aussi des écuries différentes. Bon, mais c'est le même vaccin, c'est la même chose à un adjuvant près. L'efficacité rapportée aussi, 30%, 75%, il faut les utiliser et avoir les chiffres de leur mise en œuvre. Mais ayant dit ça, ces vaccins, en tous les cas, ont l'air d'être beaucoup plus efficaces contre les formes graves du paludisme, et ce sont ces formes qui tuent. Donc, on se réjouit, parce que cette très vieille maladie n'avait pas de vaccin. Aujourd'hui, on a ces deux vaccins qui ne sont pas les meilleurs. Donc, la science doit continuer à développer soit ceux-là, soit de nouveaux vaccins. Il y a des pistes, mais c'est déjà très bien. Ce sont des outils qui doivent être utilisés. Voilà ce que je peux dire. Parce que la maladie touche beaucoup les enfants enfants de moins de 5 ans, je crois que c'est ça. Donc ça veut dire que l'idée, c'est désormais qu'ils puissent avoir accès à ces vaccins dès le plus jeune âge. Oui. La population la plus vulnérable contre le paludisme, ce sont les enfants, les femmes enceintes. Mais ce vaccin cible plus les enfants. Il y a, dans les pistes de recherche actuellement, il y a des vaccins, dont la France, l'IRD, qui est en pointe dans cette recherche contre le vaccin, contre le paludisme chez la femme enceinte, qui est très particulier, très particulier. Donc, il y a un vaccin en cours de développement pour la femme enceinte. Mais ces deux vaccins ciblent les jeunes enfants. Et là aussi, il y a une vingtaine de pays qui sont en train de travailler à
à le mettre en œuvre dans leur pays. On n'a pas encore les chiffres et on va voir. Mais ce qui est très important, là aussi, je reviens sur ces 2 vaccins, c'est que ce sont des vaccins où il faut continuer à utiliser les autres mesures. C'est-à-dire que quand on est vacciné, il faut que l'enfant continue à dormir sous la moustiquaire imprégnée. Et ce que je dis là est très important. Là, pour revenir encore aux sociologues et anthropologues que l'on n'implique pas dans les études, c'est qu'une maman africaine au village ou même en ville, quand on lui dit que son enfant est vacciné contre le paludisme, pensez-vous qu'elle va avoir le réflexe de continuer à le laisser à dormir sous une moustiquaire? Le mot vaccin, elle va penser « Ok, mon enfant est vacciné contre le paludisme, le problème de la moustiquaire n'est plus important. » Donc, ce qui veut dire que là aussi, avec ces outils, on a besoin d'expliquer à la population pour qu'elle comprenne et qu'elle l'aide à bien mettre en œuvre les outils. D'accord. On en est où aujourd'hui du déploiement de ces vaccins en Afrique? Est-ce qu'ils sont accessibles? Non, pas encore. Pour l'Afrique centrale d'où je viens, il n'y a que le Cameroun qui l'a mis en œuvre, qui a commencé à le déployer. Il y a une vingtaine de pays africains qui planifie utiliser ces vaccins. Le premier vaccin RTSS a été déployé avant l'autre. Mais là aussi, il va falloir, c'est bien de les déployer, mais il faut suivre l'impact de ce déploiement pour mieux en mesurer l'efficacité. Et aujourd'hui, on n'a pas ces outils? Juste pour le suivre? Là, on revient. Pour avoir ces outils, c'est quoi? Il faut les scientifiques. Il faut que les scientifiques travaillent avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme et que là aussi, on comprenne que surveillance va aussi de pair avec la recherche et la science, c'est-à-dire mettre en œuvre des outils, mais tout en évaluant leur impact et que les scientifiques aussi regardent l'impact. Tout à l'heure, on parlait des moustiques. Est-ce que les zones où les vaccins ont été déployés, qu'observe-t-on au niveau de la population des moustiques? Tous les autres paramètres pour pouvoir mieux apprécier. Et après, le programme peut savoir comment cibler pour arriver à l'élimination ou à l'éradication. Quel est l'angle, sachant que ces programmes n'ont pas des financements importants. Donc, il vaut mieux utiliser cet argent à bon escient et de manière vraiment ciblée et réfléchie. Le changement climatique, est-ce que ça va jouer un rôle aussi? Est-ce que vous avez peur de l'évolution de ce changement climatique et l'impact qu'il aura sur la maladie? Absolument. Là, je reviens aux moustiques. Là aussi, les moustiques sont de très bons voyageurs, passagers clandestins dans les avions, vous savez. Et donc, avec les changements climatiques, les moustiques vont voyager et vont se retrouver dans des endroits où d'habitude il fait trop froid, ils meurent, ils disparaissent. Là, ils vont se sentir bien, ils vont proliférer. Comme vous savez, vous avez dû entendre parler du paludisme d'aéroport. À savoir qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion, enfin, qui sont jamais allés dans des zones où il y avait du paludisme et qui vivent autour d'un aéroport et ils sont diagnostiqués, ils sont malades, ils ont le paludisme. C'est quoi? Ce sont les moustiques qui ont voyagé et qui sont venus gentiment les piquer. Donc là, avec les changements climatiques, on risque d'avoir ce genre d'épidémie dans des zones où il n'y avait pas de paludisme. Autre chose, il y a un moustique qui s'appelle l'Anopheles stephensi. Et ce moustique était très présent en Asie et en Inde. Depuis quelques années, on le voit en Afrique. Ce qui nous inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, ce moustique est très adapté au changement climatique. Deuxièmement, ce moustique, nos moustiques, je dis comme ça, nos moustiques en Afrique, ils aiment bien piquer les gens dans la maison, le soir à une certaine heure. Ils sont bien adaptés. Stephensi, non.
Lui, il attend dehors pour piquer, il vous attend dehors et à une autre heure. Ce qui veut dire, vous comprendrez que les programmes doivent là aussi s'adapter, adapter leurs outils. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut être très vigilant au changement climatique. Donc il y a Stephen C. Chez nous, mais aussi dans les pays comme l'Italie, où il y a eu la Grèce, des pays où il y a eu le paludisme. Pourquoi ces pays n'auraient pas de nouveau des cas de paludisme si on n'est pas vigilant avec ces changements climatiques et, encore une fois, nos moustiques qui prennent l'avion avec plaisir? Décidément, le combat est loin d'être terminé, effectivement, on n'appartient pas au passé. Comment le paludisme interagit avec d'autres infections, d'autres co-infections, notamment avec le VIH? On imagine que ça doit aussi compliquer les traitements et la gestion des patients? Oui, à savoir, malheureusement, comme on le disait au début, les patients africains qui vivent en zone d'endémie palustre sont aussi les zones où il y a de la tuberculose, sont aussi des zones où la charge de VIH est importante. Ce qui veut dire que les médecins, évidemment, doivent faire attention aux co-infections. Par exemple, quelqu'un qui est porteur du VIH a un médicament, cotrimoxazole par exemple, quand il a ce traitement, il ne faut pas lui donner un antipaludique. Parce qu'il se trouve que ces patients qui sont traités avec ce médicament, généralement, font très peu de paludisme parce que ce médicament détruit le parasite. Donc, voilà. Donc, les médecins doivent évidemment faire toujours attention aux co-infections dans les traitements qu'ils donnent. Très bien. Alors, on va aborder maintenant un autre sujet qui est le financement. On a appris la semaine dernière que le programme PEPFAR contre le sida avait été finalement exclu du gel annoncé de l'aide internationale par les États-Unis. Mais Donald Trump a depuis annoncé aussi le retrait des États-Unis de l'OMS. Or, le pays finance aujourd'hui l'OMS à hauteur d'environ 20% de son budget chaque année, ce qui est énorme. Aujourd'hui, vous, est-ce que vous estimez que l'on doit s'inquiéter de cet état de fait? Alors, j'aime bien cette question. Ce lundi, il y a eu un papier dans Nature d'un chercheur sud-africain qui disait les coupes dans le budget américain est une opportunité pour revoir, réimaginer la santé globale. Et je partage tout à fait son constat et sa réflexion ou ses réflexions. Pourquoi ? Je considère que c'est une opportunité pour les pays qui recevaient ces aides, dont l'Afrique du Sud pour PEPFAR, mais tous les pays, en tous les cas africains ou les pays du Sud bénéficient de ce soutien, bénéficient de ce soutien américain. Mais quand on donne, est-ce que c'est pour la vie ? En Afrique, il y a une expression qui dit « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Donc, c'est bien de donner, mais c'est pour un temps. On doit être conscient que c'est pour un temps. Et donc, en tant que scientifique africaine, je travaille beaucoup avec... essentiellement, pas que beaucoup, essentiellement avec des financements européens, étrangers, parce que malheureusement, nos pays n'apportent pas les budgets nécessaires pour conduire une recherche relevante pour le pays. Je le déplore. Mais mon métier, c'est être scientifique, et je suis bien contente de recevoir, de pouvoir postuler, c'est pas un cadeau, de pouvoir postuler, appliquer pour des grants internationaux et les avoir. Mais je serais beaucoup plus heureuse si je pouvais avoir ces subventions de mon pays ou des gouvernements africains. Et pour moi, il est temps qu'on prenne en charge nos problèmes de santé. C'est sympathique que les États-Unis nous soutiennent, mais ce ne sont pas les grands sauveurs de l'humanité, à moins qu'on considère que ce sont les grands sauveurs de l'humanité. Et jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Donc il y a un moment, il y a un timing. Et donc, si ce timing est arrivé, je dirais c'est à nos gouvernants de se dire de faire des planifications pour pouvoir soutenir leur population. Donc,
je rejoins ce que dit ce chercheur sud-africain. Ces coupes sont peut-être difficiles à digérer, mais c'est une opportunité pour qu'on décide de mettre les budgets nécessaires pour pouvoir conduire une recherche relevante pour nos populations. Ce n'est pas aux États-Unis de réfléchir sur les budgets américains pour résoudre les problèmes de nos populations, je pense. On a une idée aujourd'hui justement des budgets qui sont alloués à la recherche. J'imagine que vous allez me dire qu'ils ne sont pas suffisants, mais c'est ce qu'on comprend bien dans ce que vous nous dites. Est-ce qu'on sait à peu près à combien s'élèvent ces budgets aujourd'hui ? Bon, ce qui est demandé et qui avait été dans les traités d'Abuja, c'est que 2%, il faudrait 2% des budgets du PIB des différents pays pour pouvoir conduire une recherche qui réponde aux besoins. Donc, pouvoir répondre à la lutte contre le VIH, paludisme et les maladies relevantes pour nos populations ou les besoins de sciences pour nos populations. 2%. Jusqu'ici, c'est l'Afrique du Sud qui met le budget le plus important et c'est 0,85% de son budget. Donc, ça n'atteint pas encore les 1% ou ces fameux 2%. Donc, il y a des efforts encore à faire. Et là, nous nous battons. Ce que je dis, c'est pas mon combat. L'Africa CDC est en train de travailler avec les banques de développement africaines de développement pour lever des budgets pour pouvoir répondre là aussi aux besoins de diagnostic, aux besoins de l'industrie pharmaceutique locale. Justement, c'est un des défis aussi, c'est de la production des médicaments aujourd'hui. On en est où et que peut-on espérer? Quelle est la hauteur de ce défi? On en a parlé un peu pendant la préparation et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, pour revenir même sur la question que vous aviez posée, les leçons tirées de la Covid. Les leçons tirées de la Covid, les frontières étaient fermées. Quand on est dépendant à 98% de l'extérieur, alors là, on se regarde dans le miroir et on se dit, on fait comment ? Donc, il serait peut-être temps de trouver des solutions localement et qu'on investisse. Ça, c'est un. Ensuite, toujours les leçons tirées de la Covid, on s'est rendu compte que les vaccins, ces fameux vaccins, quand tous les gouvernants, ce qui est normal, voulaient protéger leur population. Les gouvernants ont d'abord, les riches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord acheté les vaccins pour eux et après, ce qui restait, on envoyait aux Africains. C'est très vexant, c'est très humiliant, mais dans le même temps, c'est presque normal de d'abord protéger les siens. Donc là, les leçons tirées, on s'est rendu compte qu'il était important qu'on développe l'industrie pharmaceutique aussi sur le continent pour qu'on puisse avoir les produits pharmaceutiques, vaccins, tests de diagnostic aussi, pas que vaccins, médicaments, mais tests de diagnostic pour diagnostiquer nos maladies. Donc là, effectivement, il y a un travail qui est de plaidoyer, de recherche de financement au niveau régional pour pouvoir avoir des industries pharmaceutiques sur le continent et cela aussi permettrait de réduire les coûts de tous ces produits pharmaceutiques qui nous coûtent extrêmement cher quand ils sont importés. Très bien. Je vais me permettre de vous interrompre. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage qui nous montre à quel point cette recherche est aussi sociologique, politique, l'importance, en tout cas, de continuer à travailler. On passe aux questions-réponses, peut-être, parce que Exactement. Vous avez des questions-réponses dans la salle. Ah formidable. Alors, je m'approche tout de suite. Merci. Bonjour, c'était très intéressant. J'ai une question sur l'environnement, parce que les moustiques, en France, il y a eu aussi à un moment des moustiques, il y avait des marais, notamment dans le sud-ouest de la France. On a résolu en asséchant ces marais, en développement des canaux et autres. Alors, la question, c'est sur le terrain, sur l'environnement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité de penser l'avenir en Afrique en diminuant le nombre d'anophèles et de moustiques et quelles sont les perspectives ?
Alors, vous voulez dire s'il y a des efforts d'assainissement sur le continent pour... oui, il y a des... il y a des efforts, mais là, je reviens sur... ce sont des efforts concertés. C'est-à-dire, il y a une décision politique, mais pas que décision politique, avec les populations, pour comprendre le rôle important de l'environnement, justement, dans cette prolifération des moustiques. On donne souvent l'exemple, les vaccins contre le paludisme viennent juste d'être déployés, mais il y a beaucoup de pays qui ont vu le paludisme éliminé de leur pays. En Afrique du Sud, le paludisme a été éliminé. Il n'y avait pas de vaccin contre le paludisme. Ça a été l'assainissement de l'environnement et Mass Drug Administration, l'administration de médicaments à la population. Et donc, mais ça a été un effort concerté et une très bonne coordination et environnement et diagnostic et traitement et le paludisme a pu être éliminé. Donc, effectivement, il faut ces efforts, mais cela demande aussi des budgets, etc. On avait d'autres questions, s'il me semble, dans la salle. Oui. Alors, une question. Bonjour. Est-il vrai que les parasites du paludisme, une fois qu'ils se trouvent dans le sang d'un patient, d'un malade, a le moyen d'appeler, entre guillemets, d'autres moustiques à venir piquer le patient? Ou est-ce que c'est trop schématisé de dire ça? Alors, bon, là, c'est peut-être un peu schématisé, mais ce que je peux dire, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face aux piqûres de moustiques. Bon, il y a des gens qui ont meilleur goût, que d'autres. Et donc, forcément, ces gens attireront plus les moustiques. Donc, ça, c'est clair. Donc, voilà, on n'est pas égaux. Voilà. Moi, j'ai le temps pour une dernière question aussi très rapide. Vous encouragez effectivement les sociologues à travailler avec les chercheurs, et ce partout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Il faut créer des laboratoires. Comment on va arriver en fait à ce que sociologues et chercheurs se rejoignent? Il suffit juste de se parler. C'est ce que vous encouragez à faire d'ailleurs. Oui, ça ne coûte absolument rien, mais c'est de prendre la décision et d'aller vers... voilà, c'est rompre ces murs invisibles qui existent sans raison, sans raison. Il faut qu'il y ait des volontés politiques en fait derrière, quasiment, peut-être pas individuelles plutôt. Ça commence, moi je dirais individuel d'abord, parce que quand les scientifiques veulent se parler, on a vu avec la Covid, les scientifiques, mais du monde entier, on a fait connaissance, mais les scientifiques se parlent quand ils veulent bien se parler. Donc, ils n'ont pas forcément besoin des politiques. Là, il y a des pays actuellement où il y a des situations au niveau politique. Le courant, on va dire, le dialogue ne passe pas, mais les scientifiques continuent d'échanger et de se parler. Donc, tout commence par les scientifiques. Et après, s'il y a des patents, des brevets, évidemment, ça peut passer à un autre niveau. Mais tout commence par une volonté des scientifiques, aller vers les sociologues pour leur dire, bon, voilà, que faire? Que les biologistes pensent et je dirais presque cette modestie de se rendre compte que, quel que soit l'outil formidable, sinon pas les anthropologues, l'outil, il sera beau, mais il va rester sur la table. Pas. Il faut que cette modestie arrive. Merci beaucoup à des scientifiques comme vous, en tout cas, d'ouvrir le dialogue et de prendre la parole. Merci beaucoup, Fabrice et Francine Ntoumi, Fabrice Dupreuil. Merci.